Voici l'homme qui aurait tant aimé rester dans l'ombre, l'homme qui sent le soufre, l'homme par lequel le scandale arrive. Beaucoup avaient du mal à y croire. Patrick Buisson enregistrait bien ses conversations avec Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson obligé de revoir sa ligne de défense. Après Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a bien enregistré des On a un peu tous tombé de notre chaise quand on a appris ça, tous ceux qui l'ont côtoyé. Jusque-là, il démentait formellement, mais ce matin... À la fois, la confiance a été trahie, c'est vraiment une trahison. Si c'est avéré, ce sont des pratiques détestables. Mais oublier les polémiques et effacer les images sensationnelles, le véritable scandale n'est-il pas ailleurs? Patrick Buisson a une influence exorbitante avec ce qu'on aurait dû lui donner, avec ce qu'un conseiller a jamais eu dans l'histoire de la Ve République. Il était presque intouchable auprès du monarque républicain Nicolas Sarkozy, où il était bien installé. Je crois que tout au long de son quinquennat, Patrick Buisson a été, on peut le dire, son conseiller principal. Et si l'affront n'était pas tant dans les mots que cet homme d'extrême droite a volé au président, mais dans ceux qu'il lui a dictés. Parler de l'identité nationale ne me fait pas peur. La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Il a énormément contribué à répandre un certain vocabulaire, à libérer la parole, comme on dit. Moi, je veux bien tout, mais je veux qu'on m'entende. Il sait quels sont les mots qui font plaisir à l'oreille de certains électeurs et de nos électeurs. Il sait qu'il faut parler de drapeau, il sait qu'il faut parler de bleu, blanc, rouge. Et si la véritable trahison était moins d'avoir dupé le chef de l'État que d'avoir effacé les digues qui séparaient la droite républicaine du Front National? Son logiciel politique s'était imposé, il était sombre, mais il était fort, puissant et en réalité monopolistique. Et si le scandale était moins d'avoir fait entrer un micro à l'Élysée que d'avoir insidieusement diffusé depuis le sommet du pouvoir ses idées nationalistes et réactionnaires dans un pays en crise? Peuple de France, n'ayez pas peur. Si vous décidez que vous voulez gagner, aidez-moi, aidez la France. Il faut toujours prendre au sérieux les minutes de silence qu'un adolescent choisit de ne pas respecter. Mars 1962, Patrick Buisson est inscrit en 4e au lycée Pasteur de Neuilly. Dans cette France qui vient de rappeler le général de Gaulle au pouvoir et qui vote encore massivement pour le Parti communiste, dans cette 5e République balbutiante, Patrick Buisson ne se reconnaît pas. Patrick Buisson, il a des origines qui sont clairement d'extrême droite. Je ne sais pas si si Buisson considérerait que c'est très négatif d'être qualifié de droite réactionnaire. Je pense qu'il pourrait adhérer à ça. Dans son esprit, je pense que la démocratie est perçue comme une faiblesse pour un pays. Son vrai univers idéologique, c'est celui des communautés naturelles, des communautés d'origine, des filiations religieuses, des filiations par le sang. Sa vraie vision politique, c'est celle-là. Ses références, ce sont Charles Maurras et l'Action française. Je suis le fils d'un camelot du roi, je suis monarchiste, je suis royaliste, répète-t-il encore aujourd'hui. Mais en ces jours fiévreux de mars 1962, c'est vers l'Algérie que le jeune Patrick Buisson, comme de nombreux membres de sa génération, a les yeux tournés. Patrick, comme certains de cette génération, était totalement choqué par la fin de l'affaire algérienne. Bien sûr, c'est très important à l'époque. Et leur antigaullisme était extrêmement teinté de nostalgie Algérie française. Ces gens sont dans une même matrice culturelle qui va de Maurras à Drummond jusqu'à aujourd'hui, etc., et qui intègre l'histoire coloniale. C'est une conception d'un nationalisme à la fois impérial et ethnique. Pour saluer la mémoire de 6 enseignants assassinés près d'Alger par l'OAS, tous les enfants de France se lèvent pour une minute de silence. Dans la classe de 4e du lycée Pasteur de Neuilly, Patrick Buisson reste assis sur sa chaise.
Déjà seul ou presque contre tous. Comme 6 ans plus tard, au printemps 68, à Nanterre, où il s'engage à la FNEF, le petit syndicat d'extrême droite de la fac. La FNEF, c'était un groupuscule d'extrême droite qui combattait du NEF. Mais c'était né d'ailleurs de la guerre d'Algérie, d'ailleurs, la FNEF. Les cadres de la FNEF étaient tous, comment diriez-vous, d'extrême droite, comme je dirais moi, de droite nationale. Ceci dit, c'était très difficile d'être à l'extrême droite à Nanterre à l'époque, quand même. C'était pas simple. C'est quelque chose qui était très mal considéré, mais vraiment très mal considéré. C'est-à-dire de droite, ça faisait plutôt fuir les filles, pour dire les choses simplement. C'était dégueulasse, quoi. Voilà. Peu importe, Patrick Buisson assume. S'il hésite, c'est sur la stratégie. Faut-il faire passer ses idées sur les tréteaux ou dans les pages des journaux? Il est à la fois le numéro 2 du syndicat et le rédacteur en chef de Fac Ouest, le journal de la FNEF, et bataille contre le souriant et si charismatique Daniel Cohn-Bendit. Il a eu un rôle, disait-il, important dans, entre guillemets, la résistance à Cohn-Bendit. L'effervescence, le bouillonnement de l'époque était extrême. Cohn-Bendit et quelques autres hommes de l'extrême gauche ont attaqué le local de la FNEF. Les gauchistes et Cohn-Bendit n'étaient pas des tendres et je crois que ça a même été très chaud. À la suite de ce saccage, Patrick Buisson et ses amis portent plainte. Dany Le Rouge est arrêté. Mai 68 commence. Patrick Buisson vomit les gauchistes et les barricades, mais il refuse d'aller défiler sur les Champs-Élysées derrière le général de Gaulle et ceux qui ont abandonné l'Algérie française. C'est sur un autre front, l'histoire et les idées, qu'il poursuit le combat. Il rédige un mémoire sur l'Algérie française, prépare un livre sur l'OAS et collabore avec toutes les grandes figures de la droite littéraire et de l'extrême droite à Item, une revue qui ferraille contre le terrorisme intellectuel de la gauche, comme ils disent. On avait un pays qui était quand même majoritairement à droite sur le plan électoral et qui était progressivement devenu majoritairement à gauche sur le plan culturel et idéologique. On avait quand même une droite qui était un peu aliénée idéologiquement, en quelque sorte. Une droite qui avait renoncé à ses propres valeurs, en tout cas à employer les mots correspondant à ces valeurs-là. Il y avait là vraiment la nécessité qui était apparue d'une reconquête politique, non seulement politique, mais aussi idéologique, intellectuelle, culturelle. Parce que toutes les victoires politiques se gagnent en premier lieu sur le terrain des idées et en premier lieu sur le terrain des mots. Quand déjà vous arrivez à imposer un mot, dans la manière de décrire une situation, vous imposez votre cadre intellectuel. Ça, c'était son vrai combat. Dès le premier numéro d'Item, Patrick Buisson expose en creux, avec ses méandres tortueux et ses mots savants qui font sa marque de fabrique, sa tactique et son programme. Il regrette que la droite se refuse obstinément par impuissance ou par incompétence à s'emparer du quatrième pouvoir, les médias. Il se désole que lorsqu'il conspire, l'homme de droite le fasse au grand jour, en prenant bien soin que cela se sache. Sa stratégie est au point, il fera l'inverse. Il restera dans l'ombre. Plutôt que d'exercer lui-même le pouvoir, il préfère chuchoter à l'oreille de grands hommes. S'exprimer, avoir une parole d'influence est ce qui compte en premier lieu pour lui. Donc après, c'est comment donner les moyens à ce que cette parole d'influence soit perpétrée. Il préférait influencer les hommes politiques plutôt que d'en être un lui-même. Il disait « je préfère être là où je suis pour influencer les gens au bon moment plutôt que d'avoir un poste qui, par essence, sera éphémère et d'où je serai obligé de partir ». C'est d'abord sur le chef d'un jeune parti politique qu'à la fin des années 70, Patrick Buisson jette son dévolu. Je m'affirme avec fierté et honneur un homme de droite. Il y a deux choses qui sont centrales chez Jean-Marie Le Pen et donc qui intéressent aussi bien quelqu'un comme Patrick Buisson que quelqu'un comme moi, c'est le souvenir de l'Algérie. Et la deuxième chose, c'est l'anticommunisme. Le président du Front National est aussi flamboyant que Patrick Buisson est effacé. Instinctif, qu'il est méticuleux,
jovial qu'il est taciturne. Jean-Marie Le Pen possède ce qui lui manquera toujours, l'art de donner de la chair aux mots, de prendre la lumière et de captiver les foules. Mais comment se montrer plus utile qu'en intégrant la rédaction d'un journal qu'il pourra mettre à son service? Alors Minute se voulait comme le canard enchaîné de droite, et c'était vrai dans une petite mesure. C'était un journal un peu provocateur, un journal qui suscitait souvent le scandale, un journal clairement à droite. Et Buisson, par sa culture, s'est bien intégré dans ce journal. Et il devient un journaliste vedette de Minute. Un journal à scandale qui tire alors à 250 000 exemplaires et se vante d'être l'hebdomadaire français le plus condamné de tous les temps. Patrick Buisson s'y épanouit, comme il l'explique d'ailleurs dans ce document méconnu. On dispose de la plus grande liberté. Un des grands privilèges que d'être journaliste à Minute, c'est, je crois que je n'ai jamais été victime du moindre acte de censure. J'écris ce que j'estime devoir être intéressant pour nos lecteurs. Tout est permis à Minute, dont Patrick Buisson va bientôt prendre la direction et qui s'acharne contre les éternelles bêtes noires de l'extrême droite française. Du temps de Minute, c'est tout type de bouc émissaire, mais enfin c'est généralement l'étranger, l'Europe, le musulman, c'était tout ça mélangé. Sans oublier, avec une obsessionnelle régularité, les francs-maçons, les syndiqués, les assistés. Et au-dessus de tout ça, les juifs. Le magazine qu'il dirigeait fleurait bon l'antisémitisme régulier dans ses colonnes. Pour moi, le responsable numéro 1 d'un hebdomadaire qui est antisémite est forcément antisémite. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il nierait ce caractère-là, mais en tout cas, dans les écrits de Minute qu'il dirigeait, c'était manifeste. Je suis même pas d'accord, parce que c'est pas vrai. Il y avait, même avec les critères actuels, il y a au moins la moitié de la rédaction qui n'était pas antisémite, entre guillemets. Donc c'est difficile à déterminer. Une photo de la rédaction permet pourtant d'y voir plus clair. Posant fièrement autour d'un portrait du maréchal Pétain, on peut y voir Emmanuel Ratier, qui fait profession de recenser les patronymes juifs, l'éditorialiste François Brignot, un ancien milicien souvent condamné pour antisémitisme et contestation de crimes contre l'humanité, Alain Renaud, ancien cadre d'Ordre Nouveau et des GNR, une milice fasciste des années 70, ou encore Olivier Mathieu, un négationniste belge qui s'illustrera bientôt en demandant dans une émission de divertissement une minute de silence pour les 14 millions d'Allemands morts pendant la guerre. Et enfin, amusé et résolu, Patrick Buisson, qui trône au-dessus de ce joli monde. C'est vrai que Minute, cette drôle de rédaction, il tenait ensemble avec, grâce à Patrick Buisson, c'est peut-être une de ses qualités de savoir faire tenir les gens ensemble. Ce souci de rassembler toutes les droites, Patrick Buisson ne cesse d'y travailler, sans relâche, en tout lieu. On avait des dîners de temps en temps chez La Pérouse, sur le bord de Seine. Eh bien, nous avons dîné évidemment avec Charles Pasqua qui racontait des choses, mais il y en avait d'autres. Je vais donner un seul nom parce qu'il ne faut pas tout raconter. Il y avait Jean-Claude Gaudin, par exemple, avec qui on s'entendait très bien et qui donnait des informations à Minute. Il y a cette ambivalence dans le comportement de la classe politique. Tantôt ils ont besoin de nous et tantôt ils affectent de ne pas nous connaître. Alors, il y a des choses très très drôles. J'ai de très bons amis qui sont députés ou responsables de formation politique et qui modulent leur comportement public, car leur comportement privé est totalement différent, qui modulent leur comportement public en fonction de l'assistance. C'est-à-dire qu'ils montreront, ils manifesteront à mon égard plus ou moins de chaleur, d'amitié dans leur démonstration, selon qu'un tel ou un tel soit présent. Mais c'est toujours avec Jean-Marie Le Pen que Patrick Buisson entretient sa relation la plus suivie. Je crois que c'est Le Pen qui demandait à le voir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il avait déjà une aura de conseiller un peu multicarte. Comment sortir de la marginalité? Au tout début des années 80, le Front National reste un groupuscule. Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas réuni les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, continue, malgré quelques percées locales, d'obtenir des scores dérisoires.
Le Front National à l'époque manquait de cadre compétent. Il n'y avait pas vraiment de cadre important. Il y avait le talent de Le Pen, le brio de Le Pen, et puis derrière, plus grand-chose. Patrick Buisson a eu à ce moment-là un rôle auprès de Bruno Maigret en lui conseillant de se concentrer sur le Front National, qui était le parti qui commençait à monter. Oui, j'ai parlé de tout ça avec Patrick Buisson, bien sûr, puisqu'on était assez proches sur le plan des idées. Je dois dire qu'il était plutôt favorable, en effet, à ce que nous rentrions au Front National. Et il a d'ailleurs facilité les rencontres avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, l'arrivée de Maigret a aidé Le Pen à structurer son mouvement. Et ça, incontestablement, Patrick Buisson a joué un rôle important et même décisif là-dedans. Reste à sculpter la statue de Jean-Marie Le Pen en présidentiable. Ah, ça fait du bien. Dans la maison. Tout est bon pour promouvoir son grand homme. Patrick Buisson met la rédaction de Minutes à son service, écrit son autobiographie, publie un album à sa gloire, réalise lui-même le documentaire Le Pen sur le front et milite pour que le leader d'extrême droite soit invité dans les grandes messes télévisées de l'époque. Tapis dans l'ombre, il assiste religieusement à toutes les heures de vérité de son héros et se lève pour sa minute de silence en hommage aux victimes du communisme. Mais quand s'achève l'émission, on aperçoit soudain sa longue silhouette. En 1984, en 1985, en 1988, en 1989. Le Front National perd sans fin. Lorsque le Front National a commencé à avoir des résultats électoraux, déjà, ça a été un moment de bascule important. Lorsque le groupe parlementaire de 35 députés est arrivé à l'Assemblée nationale, ça a été un moment de bascule. Un moment décisif aussi pour Patrick Buisson, qui fait son entrée au Palais Bourbon. Mais pas dans l'hémicycle. Fidèle à sa stratégie, il a refusé l'investiture que lui offrait Jean-Marie Le Pen aux législatives. Premier journaliste de Minutes accrédité à l'Assemblée, le voilà infiltré au cœur du système lorsqu'un scandale éclate au sein de sa rédaction. Un jour, Emmanuel Ratier vient dans mon bureau et me dit Yves, attention, tu as des micros partout chez toi. Ils sont posés des micros partout. Alors, il regarde. Hein, bon. Donc, il a pris le téléphone, il a dévissé un truc. Ah oui, le vieux téléphone. Hein. Ah oui, tu vois, il y en a un là. Je regardais sous le bureau. En général, il faut qu'il y en ait un sous le bureau à peu près à cet endroit-là. Regardez, il en trouve un. Puis, il a fait le tour de la pièce, il en a trouvé partout. Voilà. Était-ce de ces dispositifs d'enregistrement bon marché dont Patrick Buisson, depuis qu'il avait pris la direction de Minutes, faisait la réclame presque à chaque page, vantant leur qualité et leur discrétion? Micro, bagarres, pétitions affolées, le directeur du journal est chassé. À cette époque déjà, il se pose en victime. On a vu un des actionnaires principaux débarquer au journal avec des gros bras, me séquestrer et se livrer à une intervention intempestive, unique dans les annales de la presse française, et que tout journaliste, quelle que soit sa sensibilité... Rien ne va plus. Au même moment, Jean-Marie Le Pen ruine tous ses espoirs en tenant des propos pour lesquels il sera condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le Pen, progressivement, avait renoncé à conquérir le pouvoir et avait cessé de vouloir faire ce qu'il faut pour construire ce parti et en faire progressivement une grande force de gouvernement capable demain de diriger le pays. Avec les cadres, avec l'essentiel des cadres du Front National, nous voulions, au contraire, créer cette force politique majeure qui était nécessaire à nos yeux pour le pays. Et on supportait de plus en plus mal de voir Le Pen, souvent par des dérapages, briser cet élan et abîmer ce travail. Le Pen ne sera jamais qu'un éternel opposant. Patrick Buisson fait le même constat. Il prend ses distances. C'est dans l'oreille d'un autre homme qu'au tournant des années 90, il choisit de souffler. Patrick Buisson conseille désormais l'un des nouveaux chevaliers de la droite, le fringant Philippe de Villiers. Ce qui rapprochait Villiers et Buisson, c'était d'abord
un amour immodéré de la Vendée et de l'histoire de la Vendée militaire. Patrick Buisson est un grand spécialiste des guerres de Vendée, qu'il connaît très bien. Et je crois que ce côté soin psychédélique a beaucoup plu à Buisson. L'agité du bocage, comme on le surnomme parfois, est une personnalité. Patrick Buisson retrouve chez lui les qualités qu'il appréciait chez Jean-Marie Le Pen. Si jamais je fais ça, vous allez dire, ça y est, Villiers, le télé-évangéliste. Non mais c'est vrai, bon... L'aristocrate vendéen est encore un débutant, mais Patrick Buisson le sait capable de faire résonner largement des mots, jusqu'alors relégués aux marges de la politique. Première valeur pour la France, l'identité. Quand je suis rentré en politique, le mot d'identité n'existait pas en politique, il n'était jamais prononcé par personne. C'est avec le travail que nous avons fait sur le vocabulaire qu'on a lancé ce vocable. Et chaque fois que l'on utilisait ces mots, il renvoyait l'image de ce que nous pensions et de ce que nous voulions. Patrick Buisson et Philippe de Villiers partagent de nombreuses références idéologiques. Mais depuis qu'il est entré à Valeurs Actuelles, le grand hebdomadaire de la droite conservatrice, l'ancien journaliste de Minutes a développé des techniques que le créateur du Puy du Fou ignore encore. C'est pas du tout que Philippe de Villiers avait besoin d'idées, il en avait, mais il avait besoin certainement d'un mode d'emploi avec les sondeurs, d'un mode d'emploi avec la presse au sens large, et Patrick Buisson lui a été d'un grand secours. Il était très aguerri dans cette nouvelle manière de faire de la politique qui consiste à sonder les reins et les cœurs, c'est-à-dire à faire des sondages, et à faire des sondages pas nécessairement quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Si bien qu'il avait une bonne perception des attentes de l'opinion. Patrick Buisson est un formidable connaisseur de l'histoire électorale, pas seulement de l'histoire politique, mais de l'histoire électorale. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander, dans telle circonscription des Bouches-du-Rhône, en 1936, est-ce que le candidat du Front populaire n'a pas été battu par celui de l'Alliance nationale? Il vous expliquera que non, que c'est certainement une erreur que de le penser, parce qu'à l'élection précédente de 1932, ça s'était passé comme ça. Alors, ce qui est tout à fait fascinant. Comme en témoignent les nombreux articles de la revue Item, ou la longue enquête que Patrick Buisson avait réalisée très tôt pour Minutes, cet intérêt pour les sondages n'est pas nouveau. Mais c'est à Valeurs Actuelles qu'il aiguise son regard sur les études d'opinion et perfectionne ses méthodes d'analyse. C'est-à-dire pas trafiquer en tant que tel les résultats, c'est absolument pas de ça dont il s'agit. Mais vous pouvez poser plusieurs questions sur une même thématique et trouver celle où la réponse va être la plus favorable. Et ensuite faire émerger cette réponse-là. Et là, je pense que c'est une de ses faiblesses, c'est qu'il est persuadé que le sondage peut être un outil, j'oserais dire, disons de manipulation pour aller vite. C'est-à-dire qu'on peut effectivement intoxiquer et que les gens vont suivre. Si je suis en train de vous dire que les choses vont dans ce sens-là, le fait de le dire, de le répéter et finalement de vous en convaincre, ça va faire que les choses vont aller dans ce sens-là. Or, en ce début des années 90, le traité de Maastricht est le sujet de crispation, de clivage, de dispute. Sondage aidant, Patrick Buisson sent monter la France du non. Pour les européennes suivantes, le nouvel analyste de l'opinion convainc Philippe de Villiers de porter les couleurs de la droite souverainiste. C'est Patrick Buisson qui lui dit « il faut que tu incarnes l'autre liste de la majorité » afin de décomplexer les électeurs de droite tentés de voter pour Jean-Marie Le Pen. Tu vas attirer à toi des gens qui seraient sinon tentés de rester chez eux. Si vous vous interrogez, à quelques heures de cette échéance décisive, vous voyez bien, nous constatons tous que l'Europe de Maastricht, ça ne marche pas. Nous voulons une autre Europe, forte à l'extérieur, libre à l'intérieur. C'est à ce moment-là, effectivement, que on voit que Buisson est un type qui est un bon stratège, qui comprend bien la stratégie. Et les campagnes européennes sont des campagnes totalement faites pour lui, parce que c'est nécessairement une campagne où on rappelle le rôle de la nation, la France par rapport à l'Europe. Donc on est dans un de ces thèmes de prédilection. Comme au temps de Jean-Marie Le Pen, Patrick Buisson se lance à corps perdu dans la bataille. Il déploie sa panoplie gagnante pour son nouveau poulain. Il écrit sa biographie, fait un livre d'images sur la Vendée, lui ouvre les colonnes de Valeurs Actuelles et publie même un journal électoral à sa gloire. Il avait
mis au point avec les fonds de Jimmy Goldsmith, un journal tiré à plus de 28 millions d'exemplaires, envoyé à tous les électeurs, quasiment tous les foyers français. Il y avait à l'époque 36 millions d'électeurs, 28 millions de gens ont reçu ce journal. C'est une campagne techniquement magnifique. Ils y croyaient, mais ils n'en espéraient pas tant. Philippe de Villiers, avec 12% des suffrages, réussit un exploit, de quoi peser déjà dans les stratégies présidentielles de la majorité. Mais Patrick Buisson voit encore plus grand. L'époque est aux chaînes d'information en continu. Pour asseoir sa réputation et se débarrasser de ses oripeaux d'extrême droite, adieu la presse écrite. Il change de look et de métier, le voilà politologue. Patrick Buisson lance un petit journal destiné essentiellement à la classe politique, aux décideurs au sens large, où on ne parle que d'opinion, de sondages et d'études politiques. C'était précisément du décryptage de sondages fait avec... il avait réussi à réunir la plupart des instituts de sondage. Et il finit par avoir une communauté de sondeurs, en tout cas, qui parle toujours avec lui, avec qui il échange toujours. Et c'est grâce à ce journal dont font partie la plupart je crois la totalité des directeurs des études des instituts de sondage, qui va intégrer LCI et devenir le spécialiste qu'on connaît de l'opinion. Paré de ses nouveaux habits d'expert, Patrick Buisson se présente devant le directeur de la nouvelle chaîne d'information du groupe TF1, qui a l'ambition de devenir une CNN à la française. Je vois arriver ce grand escogriffe que je connaissais pas. J'avais même jamais entendu parler, à ma grande honte sans doute. Il est venu me proposer une émission qui avait beaucoup de séduction, parce qu'elle était d'abord intéressante sur le fond, et qu'en plus elle était gratuite. C'était quoi? Ça s'est appelé le Club de l'Opinion. Et il s'agissait toutes les semaines de faire la synthèse de l'évolution de l'opinion française dans un différent domaine, politique évidemment, mais pas seulement. Suite du Club de l'Opinion. Le procès de l'année, c'est le procès Papon. Sert-il à juger un homme ou sert-il à juger Vichy? Quand on regarde les enquêtes de CSA, notamment celles faites pour Tribune Juive, on voit bien que plus on est âgé, plus on a été témoin ou spectateur de ces événements, plus on pense, plus on est enclin à, sinon à l'indulgence, du moins à la banalisation. Ton tranchant et cravate colorée, son style et son érudition détonnent. Les émissions se multiplient. Patrick Buisson devient l'un des principaux intervenants de la chaîne. Plusieurs fois, j'ai bondi de ma chaise en me disant « mais c'est pas possible ». Je voyais, connaissant la mouvance d'extrême droite, les pulsions qu'il entretenait à l'antenne. Tout le monde savait qu'il avait une certaine conception des choses et qu'il était aussi un militant. Non, mais personne ne pouvait douter de ce que pensait Patrick Buisson. Il s'est toujours affiché comme un homme de droite. Alors, les polémistes parlent d'extrême droite ou autre, tout ça est un débat qui n'a pas, à mon sens, grand intérêt. Opération réussie pour Patrick Buisson, qui a toujours voulu effacer les frontières entre droite classique et extrême droite. En 1998, justement, des digues sont en train de rompre. Nous vous proposons ce soir de revenir sur les tractations qui se sont opérées dans la coulisse entre la droite et le Front National. Au sein de la droite républicaine d'abord. Quant au régional, 3 régions, et non des moindres, sont conquises grâce à des alliances entre élus frontistes et caciques centristes. Mais aussi au Front National, où apparaissent les prémices d'une crise entre Jean-Marie Le Pen, qui tient à l'indépendance de son parti, et Bruno Maigret, qui œuvre, comme Patrick Buisson, pour une large union des droites. C'est ce chamboulement du paysage politique que l'expert en opinion de LCI commente, en toute objectivité bien sûr. Si le Front National se voit stoppé dans sa dynamique, ne progresse plus, cela pourrait favoriser des accords entre le Front National et la droite modérée. Tout simplement parce que le Front National ne serait plus perçu comme une force d'expansion conquérante, susceptible de phagocyter la droite, mais comme une force d'appoint. Lors des élections européennes, l'année suivante, Patrick Buisson encourage Philippe de Villiers à s'allier à Charles Pasqua pour séduire les électeurs du Front National. Nous appelons à nous rejoindre les hommes et les femmes qui ont au cœur l'amour de la patrie. Sur leur lancée, Charles Pasqua et Philippe de Villiers... Leur liste crée la surprise. Lorsqu'il s'est agi de faire une opération commune avec Charles Pasqua, je pense que Patrick Buisson, comme beaucoup, ont pensé qu'il y avait là la possibilité de faire émerger quelque chose de nouveau qui aurait pu bouleverser complètement la scène politique française,
qui serait progressivement substitué au RPR et qui aurait été capable de s'entendre avec le Front National, ça aurait été l'idéal. D'une certaine façon, nous avons en 1999 effacé une frontière entre deux droites, la droite gaulliste nationale et puis la droite, elle aussi nationale, mais anti-gaulliste, un peu à cause de Vichy et beaucoup à cause de l'Algérie française. Et nous avons battu la liste officielle du RPR en 1999 en dépassant 13%, 13,5%, alors que la liste officielle n'a eu que 12 ou 12,5% à peu près. Patrick Buisson n'a jamais autant senti le vent de l'histoire souffler dans son sens. Il a imposé ses thématiques, il a pénétré le cœur du système médiatique. Il ne lui reste plus qu'à prendre le pouvoir par grand homme interposé. Mais en 2002, Philippe de Villiers ne réussit pas à rassembler les 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle. Tous les espoirs de Patrick Buisson s'écroulent à nouveau, comme 15 ans auparavant. En ce creux des années 2000, un autre homme attire l'attention de Patrick Buisson. C'est le ministre de l'Intérieur. Il vient de Neuilly lui aussi, mais ne parle pas comme dans l'Ouest parisien. L'ancien directeur de Minute apprécie son goût de la revanche, son appétit de la provocation et sa haine des tabous. Nicolas Sarkozy veut bousculer les acquis sociaux et mater la banlieue. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il sait jouer avec les médias et bénéficie d'une cote de popularité hors du commun. Un vrai présidentiable, capable de tout, pour peu qu'il soit habilement guidé. Regardez, alors, juste un petit coup face aux journalistes, là. C'est une chose qui plaît à Buisson. Il plaît. Le personnage Sarkozy est un personnage qui ne peut que l'accrocher. Il se dit, voilà une personne qui est capable, quand elle a un argument, de la porter. Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson s'étaient croisés à plusieurs reprises. Une photo prise à valeurs actuelles, au début des années 90 par exemple, les montre en train d'échanger avec, déjà, mais bien visible, un enregistreur entre les deux. Mais ce n'est qu'en 2005, lors des débats qui précèdent le référendum sur le traité européen, que la vedette de LCI capte vraiment l'attention de Nicolas Sarkozy. Le passage sur LCI est quelque chose que les politiques ne ratent pas. Donc il attire à lui, effectivement, beaucoup de politiques et on refuse pas d'aller dans ces émissions. Sarkozy était à l'époque convaincu que le oui au référendum sur le traité européen allait l'emporter. L'ensemble des sondages indiquaient que le oui allait largement l'emporter à 54-55%. Et tranquillement, calmement, Patrick Buisson a expliqué que le non allait l'emporter. Et il lui donne le résultat final exact à la décimale près. Beaucoup d'autres avaient pensé la même chose, mais il était allé le dire à Nicolas Sarkozy qui en bon homme politique, responsable politique accro des sondages, n'arrivait pas à y croire. 25 secondes, Patrick, vous pouvez ajouter un mot si vous le souhaitez, ou alors nous décomptons ensemble. 3, 2, 1, c'est un non, et c'est un non massif, 54,5%, nouveau séisme politique. Nicolas Sarkozy s'est souvenu de cette rencontre-là et il s'est dit, ah ben tiens, celui-là, il a l'air de savoir à peu près y faire et de comprendre les ressorts de l'opinion française. Donc oui, je crois qu'il y a une relation, un lien assez fort qui s'est noué à ce moment-là. Nicolas Sarkozy a besoin d'un homme qui connaît bien les ressorts et les attentes des électeurs d'extrême droite. Il vient de se déclarer candidat à la présidence de la République et le spectre du 21 avril 2002, qui avait propulsé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, est encore dans toutes les mémoires. Bien sûr qu'ils veulent lui vendre les clés du Front National, les réflexes qu'il faut pour que l'électorat l'écoute et ne le prenne pas pour un excité, mais se disent que c'est peut-être une alternative à Jean-Marie Le Pen. Ce qu'il apportait dans cette campagne, mais il était au début aussi de sa collaboration direct avec Nicolas Sarkozy, moi me convenait assez au départ, c'est-à-dire qu'il était, il était très critique sur la construction européenne, il parlait de la nation, il parlait du peuple,
Tout ça me convenait très bien. J'ai considéré au départ que c'était un point de vue qui, sur un certain nombre de sujets, pouvait être complémentaire du mien. C'est ainsi que pendant 2 ans d'une campagne ultra médiatisée, sans que personne ne sache ni comment ni pourquoi, les mots de l'extrême droite jaillissent comme par ventriloquie d'une nouvelle bouche. Depuis des décennies, nous nous excusons d'incarner une identité nationale. Je n'ai pas peur de vouloir défendre l'identité de la France, de la République et de la nation. Je parle de l'identité nationale car je ne veux pas de la loi des tribus, de la loi des sectes, de la loi des clans. Ségolène Royal disait que j'avais tort. Elle fait un discours entier sur l'identité nationale, mais je lui en veux pas. Je trouve que c'est important qu'elle comprenne. Et je réclame le droit de pouvoir parler de l'identité nationale française sans être décrit comme un nationaliste. Je crois qu'un pays de 64 millions d'habitants doit avoir un nombre limité de ministères, mais des ministères rebâtis. Par exemple, je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale. Quand j'ai dit que je voulais un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, c'est parce que si on n'explique pas à ceux qui nous rejoignent qu'est-ce que c'est qu'être français et qu'est-ce que c'est la France, alors il ne faut pas s'étonner que l'intégration ça ne marche pas. Sarkozy est l'homme qui a appliqué la stratégie du siphonnage au bon moment. Et il l'a fait, alors là, c'est Buisson qui était aux commandes quand il l'a fait. C'est Buisson qui faisait les notes, c'est Buisson qui faisait les interventions. Et c'est pas très compliqué, hein. C'est immigration, identité. Et basta, le reste, tout le monde s'en foutait d'ailleurs, c'est clair. Cette stratégie fonctionne si bien que Nicolas Sarkozy aspire les voix des électeurs frontistes et relègue Jean-Marie Le Pen à des scores qu'il n'avait plus connus depuis le début des années 80. 12, 11, 10... Au soir du 2e tour, sur LCI, le journaliste Patrick Buisson commente sans gêne la stratégie du conseiller Patrick Buisson. 2. Nicolas Sarkozy est élu président de la République avec 53% des suffrages, 47%. Comment ne pas entendre, quand il salue la victoire de son candidat, qu'il parle un peu de lui-même. Ce candidat présenté comme dissensuel, voire même répulsif, réussisse à opérer sur son nom et sur son positionnement, qu'on jugeait très droitier, peut-être même trop droitier, la synthèse électorale et idéologique, et en même temps la confirmation éclatante d'une stratégie finalement qui n'a pas bougé d'un tour à l'autre. Aucune émotion ne transpire sur le visage du conseiller. Mais il doit bien sentir, comme le disait le slogan de la campagne, que maintenant tout devient possible. Ce n'est pas ce soir-là au Fouquet's, où le nouveau chef de l'État fête son élection, ni le jour où il est intronisé président, que Nicolas Sarkozy signifie à Patrick Buisson sa reconnaissance. Mais quelques mois plus tard, le 24 septembre 2007, quand, pour service éminent rendu à la nation, il le fait chevalier de la Légion d'honneur. Ça se passe en septembre 2007, dans la salle des fêtes de l'Élysée, salle des fêtes de l'Élysée qui a été privatisée pour l'occasion. C'est un grand moment de solennité de la République, puisqu'on y trouve aussi bien gauche que droite. Ils ne sont pas déplacés pour Nicolas Sarkozy, ils sont bien déplacés pour Patrick Buisson. Il y avait aussi une autre partie de l'assistance qui était ses vieux amis historiques de cette vieille extrême droite, justement. Et je pense que lui prenait un malin plaisir à provoquer ces cohabitations sans que cette fameuse France officielle qui était là ne soit du tout consciente que la personne qui était sur le petit four d'à côté était un vrai pur et dur de l'extrême droite classique. Et on a vu arriver le président de la République, Nicolas Sarkozy. Il a fait un discours totalement improvisé d'une dizaine de minutes. Il a eu une formule qui n'a pas plu à tout le monde. Sans Patrick Buisson, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en tant que président de la République. C'était inespéré pour l'homme qu'il était. Lui qui avait toujours été du côté des perdants, des réprouvés, du mauvais côté de l'histoire. Là, il se retrouvait au cœur du pouvoir, sans s'être renié. Et de son point de vue, c'était une véritable victoire.
Je crois que Patrick Buisson, d'abord, est le premier étonné du pouvoir qui va devenir le sien. Et tout pouvoir appelle le pouvoir. Et il y a une sorte d'hubris qui va s'emparer de lui. Il disait à l'époque, Sarkozy, c'est une éponge. Bah, quand on a une éponge comme matériau, on s'en sert et on les sort. Ça corrobore beaucoup la relation qu'il avait avec le président de la République, qui n'était pas celle du protocole, c'est-à-dire qui n'était pas celle que l'on croit. Lorsque Patrick Buisson recevait un coup de téléphone du président de la République, il lui parlait avec déférence, certes, mais enfin, l'esprit de déférence n'y était pas. Il avait un peu regardé de haut. Et d'ailleurs, il plaisantait très régulièrement sur sa taille, parce qu'il l'appelait régulièrement Napoléon. Puis alors, quand il avait décroché le téléphone, qu'est-ce qu'il me fait chier ? Pour autant, chaque semaine, ce conseiller moqueur, fort d'un pouvoir qu'aucun autre n'avait eu sous la Ve République, prend part aux réunions stratégiques qui se tiennent à l'Élysée. À chaque fois qu'il monte le long escalier qui le mène à Nicolas Sarkozy, l'ancien directeur de Minute s'arrête à mi-étage et s'enferme dans les toilettes. Il fait mine de se laver les mains, déclenche son petit enregistreur et le glisse dans la poche de sa veste. Puis il reprend son ascension pour rejoindre tranquillement son hôte au salon vert. Nicolas Sarkozy est entouré de sa garde rapprochée. On discute de tout. Aucun détail de la chronique du quinquennat n'est laissé de côté. Le rituel ne varie pas. Patrick Buisson ouvre la réunion par un long exposé. À la fin du tour de table, le nouveau président revient vers lui et demande « Et toi, Patrick, qu'en penses-tu » Donc la façon de faire de Patrick Buisson, c'est d'arriver avec une quantité d'études, d'opinions, de sondages, et de les passer au crible de ses propres critères. Bon, si on n'a pas fait, par exemple, le contrat d'union civile pendant le quinquennat, alors qu'il était promis par Nicolas Sarkozy dans sa campagne, c'est largement parce qu'il a pesé dans ce sens en utilisant les enquêtes d'opinion, les sondages, sa propre perception du sentiment des Français. Ce n'est pas seulement avec l'abandon de cette ébauche de mariage pour tous que son influence se fait sentir. Loi contre l'immigration clandestine, peine planchée, service minimum dans les transports, débat sur les statistiques ethniques, ministère de l'immigration et de l'identité nationale, la patte de Patrick Buisson apparaît dès les premières mesures. La présence de ministres d'ouverture ne doit pas faire illusion. Tout au long du quinquennat, Patrick Buisson se mêle aussi de la composition du gouvernement. Il place des hommes liges ou obtient des têtes comme celle de Brice Hortefeux, le meilleur ami du président. J'ai compris l'influence, pas seulement idéologique, mais l'influence politique décisive que pouvait avoir Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy, à tel point qu'il faisait, et ce jour-là, il défaisait les ministres, à commencer par le plus proche de Nicolas Sarkozy à titre personnel. C'est dire effectivement l'importance que Patrick Buisson pouvait avoir pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le plan des idées, mais aussi sur le casting des hommes. À son corps défendant, l'homme de l'ombre commence à faire parler de lui. Malgré la présence des caméras, il ne résiste pas au plaisir de quelques escapades aux côtés du président. Vous savez que Sarkozy est allé comme chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran saluer Benoît XVI et prononcer un discours. Là, c'est évidemment Buisson qui a tout fait. Hein, ça. Il était content d'ailleurs. Il est très content. Face aux bouleversements que connaissent nos sociétés, nous avons besoin de la contribution de... Quand il l'emmène au Vatican, enfin, vous voyez, je dis quand il l'emmène au Vatican, c'est Nicolas Sarkozy qui emmène Patrick Buisson au Vatican. Mais on voit bien que c'est une initiative de Patrick Buisson. Patrick Buisson, depuis le français très engagé. Je voulais vous dire, tous
Mais l'austère intellectuel est aussi un redoutable homme d'affaires. Avec sa société Publifact, il signe de juteux contrats. Il aurait commandé sans contrôle ni limite des sondages refacturés à l'Élysée avec des marges confortables. Une affaire pour laquelle il est aujourd'hui mis en examen. Là aussi, c'est un élément assez incroyable. Un système hors norme dans le fonctionnement des commandes des études d'opinion. C'était une chose qui n'avait jamais eu lieu, en tout cas à ce point-là, d'avoir organisé une société privée faite pour l'alimentation sondagière d'un président de la République en exercice, alimentée sur des fonds, on ne sait pas d'où ils viennent, pour quel but, sans aucun contrôle. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, du point de vue simplement du fonctionnement démocratique des institutions, pose évidemment un problème de fonctionnement. Patrick Buisson continue d'étendre son influence non seulement sur le monde politique, mais aussi dans la sphère médiatique. Évidemment, il était tellement influent auprès du président, mais aussi du gouvernement, que beaucoup de journalistes politiques, par exemple, se sentaient dans l'obligation, sans trop de difficultés, de passer par lui pour avoir un certain nombre d'informations. Il est clair que quand vous avez la capacité d'être informé, de réfléchir avec le conseiller politique ou l'un des conseillers politiques du président de la République, vous ne vous en privez pas. Conseiller écouté du prince, Patrick Buisson règne sur la cour. Il entretient ses contacts à LCI ou à Valeurs Actuelles, déjeune régulièrement avec ses anciens collaborateurs ou dicte parfois ses unes à Étienne Moujotte, le directeur du Figaro, qu'il surnomme affectueusement son chien couchant. Mais fidèle à sa logique, l'idéologue n'a pas voulu d'un bureau à l'Élysée. Il a préféré que Nicolas Sarkozy lui obtienne la présidence d'une chaîne de télévision tout à fait à son goût. Là, avec le recul aussi, c'est quand même quelque chose de troublant de donner à quelqu'un qui incarne si peu l'histoire de la République la direction d'une chaîne d'histoire. Il a choisi la chaîne Histoire parce que pour avoir un maximum d'influence aujourd'hui, il faut tenir l'histoire. Et puis il s'en est servi pour réhabiliter, pas pour réhabiliter, mais en tout cas pour que ça serve de véhicule à quelques-unes de ses passions. Les programmes et les plateaux de la chaîne se font le reflet à peine discret des tropismes du patron. Héroïsme vendéen, guerre d'Algérie mais plutôt version OAS, ou documentaire sur l'occupation, à propos de laquelle Patrick Buisson vient d'écrire un livre-somme. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un climat anxiogène, et que ce climat anxiogène est un facteur érogène. Les alertes au bombardement, le froid, le couvre-feu même favorisent le rapprochement des corps. 1940-1945, année érotique, un livre polémique de Patrick Buisson. Faut le lire, puis se dire, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger sur la psychologie de l'auteur quand vous le lisez. Il n'y a pas que de la psychologie, il y a aussi de l'idéologie. Enfin, mais tout se mêle, vous savez. En cette fin d'année 2011, ce n'est plus le moment d'organiser des projections, de vanter livres ou films sur les plateaux télé, ni même de défaire les carrières de ministres. Nicolas Sarkozy tente un second mandat. Les sondages sont catastrophiques. Quelques-uns disent même que le président risque d'être éliminé au premier tour. Concentré sur la crise financière qui agitait le monde, le chef de l'État a laissé le Front National, désormais dirigé par Marine Le Pen, reprendre des forces. Le conseiller l'avait pourtant dit et répété, l'économie n'a jamais fait gagner une élection. Il faut à tout prix revenir aux fondamentaux. Cette façon d'écarter l'économique et le social et de centrer sur le reste, elle donne un ton à la campagne. Et le ton, évidemment, devient de plus en plus, je trouve, de plus en plus agressif, de plus en plus dur. Dans cette campagne aux allures de Blitzkrieg, Patrick Buisson s'occupe de tout et n'a plus qu'un seul credo, transgresser. Ce ne sont plus seulement les mots et les thèmes de l'extrême droite qui sont recyclés, ce sont ses lieux et ses symboles.
La stratégie prétendument victorieuse du siphonnage des voix du Front National mise en place en 2007 est menée cette fois-ci à des niveaux jamais atteints. Dans une campagne présidentielle, on a droit à des clips. Et je me souviens qu'un soir, on nous a dit le clip est fait. Et le clip avait été fait sous l'impulsion de Patrick Buisson. J'ai choisi d'entendre, d'écouter ce que vous nous avez dit, à nous, tous les candidats, au premier tour. Je diviserai par 2 le nombre d'étrangers accueillis sur notre territoire. Je le fais parce que je vois, en vérité, que le système d'intégration à la française ne fonctionne plus. Le clip avait manifestement pour objectif de s'inscrire en quelque chose d'un peu angoissant. C'était le clip dans lequel il y avait le panneau douane écrit en arabe. La vérité, c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire. C'est que l'Europe doit avoir des frontières, que l'Europe doit vous protéger, que l'Europe doit vous défendre, que l'Europe doit être au service de la protection de notre civilisation et de notre mode de vie. Moi, j'ai pas été convaincu du tout. Il était prêt à tout faire pour que la campagne reflète ses propres idées et fasse gagner sa propre idéologie. Il n'était pas du tout dans la position du conseiller qui cherche à convaincre, mais plutôt de l'idéologue qui cherche à phagocyter. Personne n'arrête Patrick Buisson parce que Nicolas Sarkozy a acheté le package aussi. C'est-à-dire que quand vous faites confiance à Patrick Buisson, vous ne pouvez pas lui faire confiance à moitié, parce que lui-même est un personnage tellement entier qu'il s'impose à vous-même. Mais à la fin, le peuple Le tranche. résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012, c'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9%. Et quand il y a une défaite, c'est le numéro 1 qui emporte la première responsabilité. En dépit des conseils de Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy évoque à demi-mot son retrait de la vie politique. Et au moment où je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français, Au lendemain de la défaite, la droite s'interroge. Trop de Buisson? Pas assez de Buisson? Comme autant de minutes, c'est une affaire de micro qui provoque soudain sa chute. Beaucoup avaient du mal à y croire. Le Canard enchaîné et le site Atlantico en apportent aujourd'hui la preuve. Patrick Buisson enregistrait bien ses conversations avec Nicolas Sarkozy alors qu'il était l'un de ses principaux conseillers à l'Élysée. C'est très étrange pour moi. C'est-à-dire, non seulement je trouve ça problématique du point de vue moral, parce que mais par ailleurs je trouve ça incompréhensible. Peut-être attendait-il justement que les années passent et que ces documents deviennent des documents d'archives pour historiens à exploiter sous forme littéraire. Et encore une fois, si c'était son intention, je ne vois pas du tout pourquoi on imputerait un crime. Enregistrer pour faire un livre, c'est un peu... C'est un argument que je trouve un peu ridicule. Voilà. Donc, mais ça révèle quand même une psychologie à la fois un peu paranoïaque et puis une personnalité très, très complexe et assez inquiétante. C'est-à-dire que Patrick Buisson, on en a fait un personnage tout puissant, mais c'était pas comme ça qu'il se vivait. Il se vivait toujours comme la citadelle assiégée, à la fois parce qu'il avait cette culture d'extrême droite paranoïaque, mais aussi parce qu'il avait toujours été du mauvais côté de l'histoire. Le problème, c'est comme dans les films de la mafia, si on est découvert, c'est terrible. Lui qui avait voulu les mobiliser à son profit, il voit les formidables ressources du quatrième pouvoir se retourner contre lui. Qui est Patrick Buisson, dont le profil a toujours été controversé? Sous le poids des révélations, ses anciens collaborateurs s'interrogent. La droite entière se désolidarise et Nicolas Sarkozy prononce la rupture en direct. vous savez, dans ma vie, j'en ai connu des trahisons, de tous les plans, mais comme celle-là, rarement. Rarement. Peut-être d'ailleurs, est-ce Nathalie Kosciusko-Morizet qui a eu le bon mot quand elle a dit Patrick Buisson ne voulait pas faire gagner Nicolas Sarkozy, mais Maurras. Sa personnalité idéologique ne se réduit pas à ça, elle est
aussi ce qu'il était à ses origines et ce à quoi je pense il n'a jamais renoncé, qui était plutôt une droite fasciste au sens propre du terme. Et je pense que le véritable projet idéologique de Patrick Buisson, c'était d'amener la France à un régime plus autoritaire. C'est le seul de nous tous qui ait eu un véritable impact politique. Je pense que Buisson, avec ses méthodes de louvoiement, a mieux réussi. Voilà. Donc il n'a peut-être pas eu tort. Si vous écoutez ce qu'on dit maintenant, en 2015, en 2016, par rapport à ce qu'on disait en l'an 2000, les mots employés ne sont plus du tout les mêmes. Les idées que nous avons défendues et que nous avons contribué à mettre sur le devant de la scène ont considérablement progressé, et je dirais même qu'elles ont triomphé. Patrick Buisson n'a pas pris sa retraite. Renommé à la tête de la chaîne Histoire, il vient promouvoir son livre Vengeance, s'opposant inlassablement aux victimes et conjurant chacun de refuser les évidences. Pour les besoins de l'histoire, de leur histoire, il fallait que je sois facho, salaud, et pour couronner le tout, escroc. Fidèle à ses idées, Patrick Buisson continue d'écrire le roman de sa vie. Auront une toute autre idée de moi. Qu'il reste dans l'ombre ou qu'il prenne la lumière, le mauvais génie hante toujours les nuits de la droite française. Je pense que quelqu'un comme lui ne renonce jamais, que sans doute est-il parti à la recherche d'autres marionnettes, d'autres pantins. Mais c'est plus dur quand les gens savent